Bonsoir à tous. Donc, Dr Semet et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce webinaire. Dr Bertrand Semet travaille au sein du département orthopédie de la clinique, un de nos pôles d'excellence. Il est chirurgien orthopédiste du membre inférieur, en particulier spécialiste de la chirurgie de la cheville. Et je suis Karima Tata, directrice de la clinique mutualiste à Saint-Étienne. Donc, la clinique, pour ceux qui ne la connaissent pas, est un établissement de santé privé à but non lucratif du groupe Aesio Santé. C'est un acteur majeur de la santé en France. Il propose une offre de soins complète, adaptée sur chaque territoire. Donc, l'objectif du groupe Aesio est de favoriser l'accès des soins de qualité pour tous, sans dépassement d'honoraires et avec un reste à charge maîtrisé. Notre établissement compte plusieurs pôles médicaux et chirurgicaux d'excellence qui sont reconnus dans les classements nationaux, et ce, depuis plusieurs années. Donc, nous avons la chirurgie orthopédique, dont on vient de parler, représentée ce soir par Dr Bertrand Semet, la chirurgie digestive avec la chirurgie bariatrique. Et d'ailleurs, nous avons ouvert très récemment le centre mutualiste de l'obésité au SSR Les Sept Collines, tout près de la clinique. Nous avons le pôle de radiologie interventionnelle, de la gastro-entérologie, de la chirurgie urologique, de la chirurgie gynécologique, de la chirurgie vasculaire et médecine vasculaire, de la chirurgie ophtalmologique, de la médecine du sommeil et de la médecine gériatrique. Donc, nous sommes 500 professionnels médicaux, paramédicaux, techniques, administratifs, et l'établissement dispose d'un service de réanimation, soins continus, d'un plateau d'imagerie complet et d'un plateau technique moderne et adapté aux nouvelles pratiques médicales, avec notamment un circuit court qui est ouvert depuis 2019 et qui permet d'accueillir directement les patients au bloc opératoire, un circuit qui d'ailleurs est largement utilisé par les patients bénéficiant de la chirurgie du pied et de la cheville. Elle est également dotée, la clinique, d'un plateau innovant. Donc, on dispose également d'une unité de recherche clinique, et d'ailleurs, nous sommes sur plusieurs projets de recherche concernant des traitements médicamenteux, des dispositifs médicaux ou des stratégies de prise en charge et l'intégration de nouvelles technologies. Donc, au-delà de la prise en charge thérapeutique, la clinique accorde aussi une place importante et centrale aux patients à travers la lutte contre la douleur, le soutien psychologique, le temps d'accompagnement soignant et tout ça aussi également pour la chirurgie cancérologique. Donc, en fait, effectivement, comme le précisaient Stéphanie et M. Semet, c'est que notre volonté de vouloir communiquer avec les professionnels santé de ville, nous en faisons une priorité, et l'ensemble des établissements à travers plusieurs communications via la plateforme Meredith. Et je vais vous laisser en compagnie du docteur Bertrand Semet. Je vous souhaite en tout cas un excellent webinaire. Merci. Bonsoir à tous. Merci Karima pour cette belle introduction de moi-même et de la clinique. Donc on va faire le point ce soir sur les actualités concernant l'entorse, mais surtout concernant l'instabilité de cheville. Vous verrez que l'évolution des techniques chirurgicales et l'évolution, je dirais, des connaissances scientifiques amènent quelques modifications par rapport au dogme passé qu'on connaissait. Je me représente rapidement, je suis le docteur Bertrand Semet, chirurgien orthopédiste particulièrement spécialisé dans le pied et la cheville, même si je fais aussi de la chirurgie du membre inférieur à la clinique mutualiste. Mon parcours universitaire, c'est Saint-Étienne, un peu Lyon, et puis une excursion un peu plus lointaine à Sydney, avant de me ramener sur mes terres presque natales à Saint-Étienne. Voilà. Alors, on va donc, je vais faire un petit rappel anatomique rapidement sur les ligaments latéraux de la cheville. On va faire un petit point sur l'entorse aiguë, un petit rappel, parce que je pense que vu la fréquence de cette pathologie, ça reste quand même assez intéressant de pouvoir faire des rappels. Et puis, on va s'attarder un petit peu plus sur l'instabilité chronique, comment on en fait le diagnostic, qu'est-ce que c'est, quels examens complémentaires on pourrait demander, à quel moment on pourrait les demander, et puis sur le plan chirurgical, quelles sont les actualités et pourquoi justement les dogmes changent un peu. En introduction, on pourrait rappeler que 80 à 90% des cas d'entorse de cheville concernent le ligament collatéral latéral, ce qui va donc être le sujet principal aujourd'hui.
pardon, que c'est la première cause de consultation aux urgences. Ça représente 7% des consultations aux urgences. C'est plus de 6 000 consultations aux urgences en France par jour. C'est probablement 2 fois plus d'entorses, puisque bon nombre d'entorses sont négligées ou ne passent pas aux urgences et sont traitées directement au cabinet du médecin traitant ou directement auprès des kinésithérapeutes. L'impact médico-économique, il est majeur. On l'estime de l'ordre d'1 million d'euros par jour. Sauf que une fois qu'on met tout dans l'enveloppe avec les arrêts de travail prolongés et je dirais les incapacités prolongées qui pourraient en découler, on approche le milliard d'euros chaque année liés à l'instabilité de cheville. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces très nombreuses instabilités, enfin très nombreux accidents d'instabilité, très nombreuses entorses de cheville quotidiennes, il y en a quand même 30 à 40% des cas qui vont devenir chroniques, soit vers une instabilité, soit vers la persistance de douleur. Et si on regarde ces 30 à 40% des cas initiaux qui se compliquent, il y en a 10 à 30% qui seraient liés à une prise en charge initiale inadaptée, probablement dans la majorité des cas, parce que le patient a tout simplement complètement négligé son entorse, s'est auto-traité et a pas eu une prise en charge initiale et a une consultation médicale tardive. S'il y a des choses que je voudrais que vous reteniez de ce webinaire, je ne vais pas faire les take-home messages d'emblée, mais malgré tout, s'il y a des choses à retenir, c'est que pour le premier épisode, il faut surtout pas dire au patient une entorse de cheville, c'est rien, quelques jours d'arrêt et tu reprends, que ce soit le médecin ou le coach ou le copain, je dirais. Il faut arrêter avec ce genre de discours. Une entorse de cheville, ça se traite, même quand on est sportif de haut niveau et même quand ça implique de rater une finale de Coupe de France. Quand c'est la énième entorse, que c'est une histoire d'instabilité chronique, bah, nous, médecins, il faut aussi arrêter de dire il n'y a rien à faire à part un peu de kiné, change de sport et tu feras moins d'entorse, arrête de faire des sports pivots. Non, c'est pas vrai. Et on a des solutions chirurgicales à proposer aux patients qui sont aujourd'hui très performantes avec des résultats très satisfaisants. On y viendra. Alors, quelques rappels d'anatomie et de biomécanique, je vous rassure, je vais être bref, je vais essayer de pas vous endormir. Simplement, le rappel que le complexe ligamentaire latéral de cheville, il est composé de 3 ligaments, dont 2 qui vont nous intéresser plus particulièrement, le ligament talofibulaire antérieur, le LTFA, qui est ici en jaune, et le LCF, qui passe en interne des tendons fibulaires, qui est ici en rouge, le calcanéo-fibulaire. En postérieur, on a le ligament talofibulaire postérieur qui, lui, est quand même très rarement lésé. Et puis, il y a un 3e ligament qui fait pas partie du complexe ligamentaire latéral, mais qu'il faut absolument pas négliger, qu'il faut savoir, je dirais, évaluer, c'est le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, le LTFAI, qui est en bas et qui va tenir la mortaise tibiofibulaire. Et quand il est atteint, qui signe quand même une entorse de gravité relativement importante. Sur le plan biomécanique, avec des grandes lignes qui sont des principes un peu anciens, le LTFA, ici en jaune, va plutôt contrôler le tiroir antérieur, la translation antérieure du pied par rapport au tibia et en particulier dans les mouvements en flexion plantaire, le pied baissé vers le bas. Alors que le ligament calcanéo-fibulaire va plutôt contrôler le varus et historiquement, on considère que c'est un contrôle qui va plutôt considérer être efficace en flexion dorsale, le pied relevé, puisque que ce soit le LTFA en flexion plantaire ou le LCF en flexion dorsale, c'est le moment où le ligament est le plus vertical, qui est le plus efficace, entre guillemets, dans le contrôle du mouvement. Ces principes-là, anatomiques et biomécaniques, ils ont changé, notamment depuis une étude anatomique en 2017. J'avoue, moi, je suis toujours très surpris qu'on découvre encore des choses sur l'anatomie qui semble pourtant une science très ancienne. Et en fait, une nouvelle technique de dissection met en évidence que finalement, le LTFA, il est composé finalement de 2 faisceaux. Un faisceau supérieur qui est purement talofibulaire, qui lui est intra-articulaire. Et ce caractéristique intra-articulaire, elle est intéressante et importante, puisqu'un ligament intra-articulaire, c'est un ligament, quand il est rompu, il cicatrise pas. Un peu comme le ligament croisé au niveau du genou, il est intra-articulaire, il perd sa capacité de cicatrisation de par l'insinuation dans la rupture du liquide intra-articulaire. Et puis, il y a un faisceau inférieur,
qui lui en fait un complexe avec une partie tibiofibulaire et talofibulaire et une partie calcanéofibulaire avec des fibres arciformes qui vont rejoindre les deux. Et finalement, ces découvertes-là, elles balayent un petit peu les dogmes que j'ai énoncés avant en termes de biomécanique et surtout elles expliquent pourquoi certaines réparations ligamentaires contrôlent à la fois le varus et le tiroir antérieur, alors qu'on avait l'impression de ne réparer que le LTFA. Probablement, par le biais des fibres arciformes, on a également, par ces réparations, un bon contrôle du varus. Alors, voilà, pour la base, je pense avoir été assez bref. On pourra en parler plus longuement si vous le souhaitez, mais concernant maintenant la pratique, on va s'intéresser à l'entorse aiguë. Alors, l'entorse aiguë, c'est toujours alors, j'allais dire toujours en médecine, mais quand même toujours un mécanisme en inversion qui associe flexion plantaire, supination et adduction. Classiquement, on se tord la cheville. Si le patient décrit un mécanisme lésionnel différent, notamment flexion dorsale et rotation externe, c'est là où il faudra s'intéresser à la syndesmose et vérifier qu'il n'y ait pas de douleur en regard du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, le LTFAI. S'il y a des douleurs à cet endroit-là, on y viendra, mais je pense que c'est une indication à une imagerie précoce, vérifier qu'il n'y ait pas de diastasie tibiofibulaire. Si on a une éversion, donc complètement l'inverse de l'inversion, il faut étudier le ligament collatéral médial, et puis rechercher des atteintes type Maisonneuve, même si on n'a pas de fracture de la malléole interne, quand on a une rupture de ligament collatéral médial, l'énergie peut continuer de se dissiper jusqu'à la syndesmose et la membrane interosseuse. Et donc, il faut savoir rechercher une fracture haute de la fibula. Les enjeux du diagnostic, finalement, dans l'entorse de cheville, de par sa fréquence et son aspect extrêmement typique, c'est pas de faire le diagnostic de l'entorse de cheville. Le patient, il arrive très souvent avec déjà le diagnostic en main. En revanche, le patient n'est pas soignant et il ne sera pas capable de faire la différence avec un des diagnostics différentiels qu'on regardera. Il ne saura pas évaluer la présence potentielle d'une lésion associée et encore moins évaluer la gravité. Et ça va être notre job de soignant, de faire ces 3 points pour prendre en charge le patient de façon optimale. Alors, les diagnostics différentiels, typiquement, c'est les autres entorses, et en particulier les entorses du médio-pied et notamment les entorses du chopard. C'est-à-dire que les entorses du chopard vont plutôt se faire sur des mouvements en rotation du pied plutôt que des mouvements en varus. Le mécanisme lésionnel, une fois de plus, n'est pas le même. Donc, attention à la description du patient, c'est très intéressant de l'écouter. Et ce diagnostic différentiel, on le voit aussi par la palpation. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont pas avoir mal à la pointe de la malléole externe, mais qui vont plutôt avoir mal sur le coup de pied, sur le médio-pied. Et quand on va empaumer le pied et faire des mouvements de rotation comme ça, le patient va avoir des douleurs, alors que sur une entorse de cheville isolée, il va avoir des douleurs quand on va lui imposer du varus. L'instabilité des fibulaires, c'est vrai que c'est un diagnostic différentiel parce que parfois le patient le décrit en disant ma cheville saute, ma cheville lâche. Alors, c'est plutôt ma cheville saute. Le patient décrit vraiment des ressauts avec une sensation de balayement au niveau de la malléole externe. On peut parfois le reproduire à l'examen clinique. On fait forcer le patient, on lui demande de tourner le pied vers l'extérieur en empêchant le patient de le faire et contre résistance, on peut parfois voir des ressauts. Le patient est souvent un peu craintif de le faire s'il a peur d'avoir mal, mais on peut aussi le reproduire parfois juste en poussant avec le pouce derrière la malléole externe et on arrive à parfois luxer les tendons comme ça. La réduction se fait immédiatement, il ne faut pas avoir forcément peur de le faire. Par contre, le diagnostic, il est extrêmement simple à ce moment-là et la prise en charge est nécessairement chirurgicale. Évidemment, les fractures, c'est des diagnostics différentiels. Parfois, le mécanisme est un peu trompeur, notamment c'est le sujet âgé avec de l'ostéoporose ou sur un traumatisme un peu minime, le patient va décrire typiquement un mécanisme d'entorse. Il faut vraiment bien examiner les patients et les douleurs sont en général
plus haute sur la malléole externe, avec des choses qui vont activer les critères d'Ottawa, que je pense vous connaissez, mais dont je vais parler sur les slides suivantes. La fracture de la base du 5e métatarsien, alors c'est à la fois un diagnostic différentiel et une lésion associée. En fait, la base du 5e métatarsien, c'est l'insertion anatomique du tendon du court fibulaire qui va se contracter brutalement pour lutter contre le mécanisme d'entorse, qui va probablement être dépassé par la force de la contraction va être dépassée par l'énergie de l'entorse et va arracher son insertion et donner fracture de la base du 5e métatarsien. Dans les lésions associées, c'est des lésions ligamentaires, tout d'abord avec les entorses du contre-cou, ce qu'on appelle les entorses du contre-cou au niveau du ligament collatéral médial, et puis des atteintes associées de la syndesmose avec des douleurs qui sont plus hautes, un petit peu plus médiales. Typiquement, on regarde la syndesmose, il ne faut pas hésiter d'examiner cette zone-là. Et puis, des atteintes osseuses avec des fractures parcellaires du calcanéum et du talus, et notamment aussi les fractures ostéochondrales du dôme talien, qui sont parfois difficiles à l'examen clinique de les évaluer, mais qu'on peut quand même détecter sur un suivi un peu plus long. C'est-à-dire que c'est des entorses qui vont paraître des entorses graves initialement, et puis l'évolution va être péjorative au cours des premiers jours et des premières semaines, et on va creuser un peu et on va découvrir ces lésions ostéochondrales qu'on appelle traditionnellement l'ODA, à l'époque où le talus s'appelait l'astragale. Et puis sur la radio, c'est assez technique à voir quand on n'a pas franchement l'habitude. C'est vraiment le coup d'ongle au niveau du dôme astragalien, c'est en général plutôt médial par un effet de compression lors de l'entorse. On en a parfois au niveau latéral, mais au niveau latéral, elles sont plutôt idiopathiques plutôt qu'associées à la lésion. Alors, l'évaluation de la gravité, il faut bien avoir en tête que finalement, il y a deux classifications de la gravité d'une entorse. Il y a la classification clinique. En fait, une entorse, elle est grave ou elle n'est pas grave du point de vue clinique. Et avec les signes cliniques de gravité, qu'on mélange parfois un petit peu avec certains critères d'Ottawa, mais qui sont la douleur syncopale, la douleur extrêmement intense, avec l'impossibilité de continuer l'activité sportive, le craquement audible, l'impotence fonctionnelle majeure initiale, et l'œdème et l'échymose avec le classique œuf de pigeon qu'on a tous appris dans nos livres de médecine. Ces signes cliniques, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas corrélés et qu'il n'y a jamais eu une corrélation montrée dans toutes les études scientifiques entre une gravité clinique et une gravité de l'atteinte ligamentaire qui, elle, va se faire sur une imagerie globalement, souvent l'échographie en aigu, où on va avoir l'entorse bénigne avec une élongation sans rupture ligamentaire, l'entorse de gravité moyenne avec la rupture isolée du LTFA sans ouverture de la capsule articulaire, et l'entorse grave où là, on va avoir une rupture complète du complexe latéral, sauf le postérieur qui est extrêmement rare, qui est extrêmement rarement atteint, mais voilà, avec une rupture du LTFA et du LCF. Vraiment, c'est important d'avoir en tête que c'est extrêmement difficile, enfin, c'est même à l'heure actuelle quasiment impossible avec les données de la science qu'on a, de définir la gravité de l'atteinte ligamentaire en aigu. C'est-à-dire qu'on a des patients qui vont avoir un aspect vraiment d'entorse grave initiale, qui finalement vont se remettre assez vite, et puis si on fait l'échographie pour une raison X ou Y, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de rupture ligamentaire. Et inversement, on a des patients qui présentent une entorse tout à fait bénigne sur le plan clinique initialement et qui vont évoluer de façon un peu péjorative ou pas d'ailleurs, mais sur les imageries, on va retrouver des ruptures ligamentaires relativement importantes. Souvent, quand c'est le cas, il s'agit rarement du premier épisode d'entorse. Et c'est plutôt un contexte d'instabilité chronique. Et là, c'est pas étonnant, c'est-à-dire que la rupture du LTFA et du LCF, c'est des ruptures anciennes, et que du coup, le patient se tord la cheville de façon chronique sans faire d'arrachement ligamentaire. Donc, il va pas avoir tous les signes d'échymose, d'œdème, de douleur importante, puisque la lésion est déjà préexistante. Faut se méfier de ces cas-là parce qu'il faut pas les banaliser, et c'est vraiment ces cas-là qu'il faut pas, il faut vraiment pas passer à côté. Il faut savoir les identifier, et c'est pour ça que c'est aussi très important dans le cadre d'une entorse aiguë d'interroger le patient, de savoir si c'est son premier épisode ou si on est tout de suite dans un contexte d'instabilité chronique.
Alors, qu'est-ce qu'on demande comme imagerie et quand? Les radiographies, c'est sur les critères d'Ottawa. Les critères d'Ottawa, il y a d'abord des critères d'âge. C'est plus de 18 ans et moins de 55 ans. Au-delà de 55 ans, on va faire des radios quasi systématiques parce qu'on va avoir peur de la fracture ostéoporotique. Moins de 18 ans, c'est simplement parce que l'étude qui a établi les critères d'Ottawa avait pour critère d'inclusion plus de 18 ans. Malgré tout, je pense que les grands adolescents qui ont fini leur croissance et qui n'ont plus de cartilage de croissance, on peut leur appliquer le critère d'Ottawa. Par contre, quand il y a cartilage de croissance, il faut se méfier d'une fracture glissement au niveau de ce cartilage de croissance et des fractures de l'enfant. Et je pense qu'il faut plutôt avoir la radiographie facile si on a le moindre doute chez l'enfant. Ensuite, il y a les critères d'impotence fonctionnelle et c'est défini par l'impossibilité de prendre l'appui et de faire 4 pas d'affilée, soit tout de suite après l'entorse, soit au moment de l'examen clinique. Donc, globalement, c'est l'impotence fonctionnelle. Et puis après, c'est de la palpation. Ça se fait plutôt au bord postérieur des malléoles parce que si on palpe le bord antérieur, on va être pile sur l'insertion ligamentaire et les patients vont tous avoir mal à cet endroit-là. Donc, on va tous leur faire des radios et les critères d'Ottawa perdent de leur intérêt. En revanche, si on palpe le bord postérieur, on est dans une zone où, théoriquement, si c'est une entorse et uniquement une entorse, il y a moins de douleur et on va plutôt mieux distinguer le risque de fracture malléolaire. Et puis, la base du 5e métatarsien, parce que c'est l'insertion du court fibulaire qui va donner un arrachement de son insertion en cas de contraction, et l'os naviculaire, parce que c'est à la fois l'insertion du long fibulaire qui, lui, va passer dans la voûte plantaire, et surtout parce que c'est un os qui est très souvent avec des arrachements ligamentaires, plus que de véritables fractures, mais des arrachements dans le cadre des entorses du Chopard. Donc, si on a des douleurs dans ces zones-là, il ne faut pas hésiter à faire une radio. Je dirais même, moi je rajouterais, qu'en cas de doute, faites une radio. Même si les données médico-économiques sont plutôt en faveur des critères d'Ottawa, ils ont une très bonne sensibilité, une spécificité un peu moins bonne, mais une bonne sensibilité, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les appliquer. Après, il y a le cas de l'échographie et le cas entre guillemets, de l'échographie ou de l'IRM, mais en aigu, on demande quand même plutôt l'échographie pour des questions d'accessibilité. Le seul cas où on pourrait la demander très précocement, c'est vraiment le sportif de haut niveau, le sportif professionnel, parce qu'on va avoir une prise en charge un peu spécifique. En revanche, pour monsieur et madame tout le monde, dans lequel je me positionne, il n'y a pas forcément d'intérêt à demander une échographie en aigu. En revanche, si le patient évolue pas de façon favorable et que on a toujours à J20, J15, J21, voire J30 des difficultés à reposer le pied par terre sans immobilisation, sans protection. Là, ça peut valoir le coup de demander des radios si elles n'ont pas été demandées et éventuellement une échographie pour, je dirais, déblayer un petit peu et voir s'il n'y a pas des lésions associées ailleurs, si c'est vraiment une entorse de cheville et pas une entorse du Chopard, ou s'il n'y a pas une LODA associée qui nécessite une prise en charge spécifique. Le traitement, je pense que vous connaissez tous les grands principes. Ça a d'abord été le protocole RICE en anglais ou grec en français. Récemment, depuis quelques années, on parle plus du protocole POLICE. Ça reprend un peu les mêmes principes, mais dans POLICE, il y a le O et le L, c'est optimal loading. Concrètement, c'est une reprise en charge précoce optimisée. Alors, faut pas aller trop vite, mais faut pas non plus aller trop doucement, mais simplement la mobilisation et la remise en charge du patient précocement. On sait que ça va être des facteurs positifs de récupération et des bons facteurs pronostiques de récupération. Bien évidemment, il ne faut pas oublier le glaçage, la lutte contre l'inflammation, la contention veineuse, l'élévation pour éviter que le membre gonfle. On parle d'immobilisation. Qu'est-ce qu'on va mettre comme immobilisation? Alors, on voit tout. Il y a des gens qui font des strappings, il y a des gens qui font des plâtres, il y a des gens qui mettent des bottes de marche sans appui, avec appui. Moi, je vais vous dire un peu ce que je considère qui est une prise en charge, je dirais, raisonnable, ni trop contraignante pour le patient parce qu'il va pas la suivre, parce que même si on dit qu'il faut pas banaliser une entorse, pour le patient, il va dire c'est juste une entorse, pourquoi vous me mettez un plâtre? Et pas trop non plus rapide, parce que si c'est une entorse grave et qu'on l'immobilise pas,
vous l'avez vu, ça donne des douleurs chroniques et c'est pas satisfaisant. En gros, si c'est une première entorse grave, premier épisode grave, je pense qu'il faut quand même pas mal immobiliser le patient et les bottes de marche qu'on a quand même depuis un certain nombre d'années, mais qui maintenant se démocratisent de plus en plus, sont vraiment une bonne solution. Soit une botte haute, soit une botte courte. Honnêtement, peu importe dans cette situation, dans ce contexte, il faut qu'il la porte en permanence, jour et nuit, pendant 15 jours. La question des HBPM, enfin en tout cas de la prophylaxie antithrombotique, elle va se poser simplement en fonction de la capacité du patient de reprendre appui. Nous, on va lui dire, l'appui, il est autorisé si vous y arrivez. Mais globalement, ce serait bien que vous y arrivez assez rapidement. Il ne faut pas juste lui dire mettez vos béquilles et puis vivez votre vie. Non, il faut quand même le stimuler pour qu'il puisse reprendre une marche dans la botte assez rapidement. Et du coup, si le patient est trop douloureux pour le faire, faut pas hésiter à lui mettre une thromboprophylaxie. Il n'y aura rien de pire qu'il fasse une phlébite, voire une embolie pulmonaire, parce qu'il pose pas le pied par terre et qu'on lui a pas mis ce traitement parce qu'on lui a pas demandé ou parce que on n'a pas évalué ça. Et puis ensuite, à J15, J30, on va lui dire qu'il peut quitter la botte la nuit, il peut quitter la botte quand il est tranquillement dans son canapé chez lui, le pied en l'air en train de glacer. En tout cas, il faut la mettre quand il marche, il faut qu'il la mette la journée et puis surtout, il faut débuter le kiné. Et on y reviendra après. Le kiné, à mon avis, dans l'entorse de cheville, un grand oublié et c'est bien dommage. Et puis après, au-delà de J30, je mets botte courte à la demande. Moi, honnêtement, un patient qui n'arrive pas à se sevrer de la botte entre J15 et J30, c'est un patient sur lequel j'ai envie de creuser un petit peu en termes d'examen complémentaire, demander s'il n'y a pas quelque chose, ou peut-être c'est juste un patient qui a besoin d'être stimulé un peu coaché, et lui dire, bon, voilà, maintenant c'est bon, je vous examine. Quand je vous examine, c'est pas si douloureux que ça. Il a besoin d'être rassuré et un peu stimulé. Et à ce moment-là, passer à une attelle souple, c'est une option intéressante. L'entorse bénigne, honnêtement, ce serait cher payé de la mettre dans une botte et une attelle souple. Et avec un début de kiné immédiat, je pense que pareil, une entorse bénigne, ça reste, même s'il n'y a pas de lésion ligamentaire, ça reste, je dirais, une alerte que la boucle neuromotrice, neuromusculaire marche pas très bien et qu'elle nécessite d'être rééduquée et d'être en tout cas entraînée chez le kiné. Si c'est une récidive, là, c'est pas tout à fait le même cas. C'est-à-dire que si c'est une récidive, les ligaments ils sont déjà rompus, c'est une instabilité chronique. Le but de l'immobilisation va être uniquement à but antalgique et pour calmer un peu le patient quand même qui prothèse sa cheville. Je pense que ça peut être aussi intéressant, je dirais, de l'immobiliser pour qu'il prenne conscience de la gravité de la chose et qu'il ne faut pas le négliger et que si on l'oriente vers un spécialiste, c'est que c'est peut-être effectivement le moment de le faire avant que sa cheville ne s'abîme trop. Concernant les attelles souples, alors il y a les attelles traditionnelles qu'on appelait AirCast, qui sont les deux coques latérales. Moi, je trouve que ces attelles-là, elles contrôlent bien le varus, mais elles contrôlent très mal le tiroir antérieur. Moi, j'aime bien les attelles comme j'ai mis, qui avancent sur le coup de pied et qui sont un mélange d'attelles un peu rigide et d'attelles souples, c'est-à-dire que ce modèle-là, je ne veux pas faire de la pub, j'ai pas de prime à en parler, mais elle a l'avantage d'avoir des baleines qu'on peut enlever, qu'on peut retirer. Ça veut dire qu'elle va être rigide initialement et au cours de la prise en charge, on retire les baleines métalliques sur les côtés et ça devient une chevillère ligamentaire qui va être plus souple, qui va dynamiser et qui peut accompagner le patient dans sa reprise sportive. Bon, j'aime bien ces modèles-là, que ce soit cette marque-là ou une autre, peu importe, mais ce principe-là d'une attelle qui va suivre le patient dans son évolution, je trouve ça très intéressant. La rééducation, je pense que c'est systématique. Et c'est la grande oubliée. Il y a l'Université de Savoie, il y a quelques années, qui avait fait une étude intéressante sur les entorses de cheville de leurs étudiants en STAPS. Et donc, alors, je crois qu'il y avait genre 98% des étudiants qui avaient déjà fait, des étudiants en STAPS, donc c'est plutôt des sportifs, qui avaient déjà fait une entorse de cheville. Et parmi ceux-ci, il y en avait seulement genre 55 qui avaient déjà fait de la kiné. C'est bien dommage que seulement la moitié ait fait de la kiné. Je pense que tous les patients qui ont une entorse devraient avoir de la kiné. Pourquoi la kiné n'est pas prescrite? Alors, je pense parce que l'entorse est banalisée, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont aux urgences,
et qui sortent des urgences avec les prescriptions urgentes, puisque c'est le job des urgences et des urgentistes, je dirais la recommandation de reconsulter leur médecin traitant pour le suivi. Et puis les patients banalisent, ils disent bah, ça va mieux, j'enlève la botte moi-même ou la telle moi-même, et puis ça va mieux, je reprends ma vie, je ne veux pas voir mon médecin traitant, je ne veux pas l'embêter s'ils sont gentils, ou j'en ai rien à faire si ils sont un peu plus négligents, mais en tout cas, ils ont une bonne excuse pour pas aller chez le médecin, et du coup, ils n'ont jamais leur prescription de kiné. Moi, à mon avis, la kiné, ça doit être tout le temps. Il faut la débiter uniquement à partir de J15. Je pense que dans une entorse grave, c'est quand même pas mal de lever un peu le pied au début et de laisser quand même la cheville se refroidir avant de la stimuler. Ou alors, si on commence la kiné tout de suite, c'est vraiment sur de la lutte contre la douleur, de la lutte contre l'œdème, du drainage lymphatique, de la cryothérapie. Mais il faut pas aller travailler des grandes mobilités immédiatement. Il faut quand même plutôt laisser la cheville au repos. Et puis, si c'est une entorse bénigne, par contre, on peut la commencer tout de suite. Et rapidement, dès qu'on a une cheville indolore, c'est une entorse bénigne, on peut passer à du travail, je dirais, plus réathlétisation que rééducation, en tout cas, lutte contre la douleur initiale. Les objectifs, lutte contre la douleur et l'œdème au départ, et dès que le patient est un peu moins douloureux, on peut commencer à travailler la mobilité, éviter que la cheville s'enraidisse trop. Faut pas oublier la flexion dorsale, parce qu'on a tendance à beaucoup travailler la flexion plantaire. Le patient lui-même va faire son auto-rééducation sur la flexion plantaire, mais il va beaucoup oublier la flexion dorsale. Le renforcement, je dirais le renforcement pur des muscles fibulaires et notamment des éverseurs, et puis le travail de la proprioception, la reprogrammation neuromusculaire avec un travail en instabilité, à la fois le classique plateau de Freeman, le coussin, etc., mais aussi induire de l'instabilité pour travailler cet équilibre de façon réflexe. Et je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup de bases scientifiques sur cette rééducation, et je dirais que des kinés et des rééducateurs en parleront mieux que moi. Enfin, un dernier truc, je pense que là aussi, il y a quelque chose qui est un grand oublié, c'est qu'il faut tester ces patients-là avant de leur dire vous pouvez retourner au sport. Le RTS, c'est Return to Sport. Désolé pour l'anglicisme. Mais vraiment, ces patients, on a tendance à oublier de les tester. On a tendance à leur mettre des recettes de rééducation qui vont à toutes les entorses, de par la fréquence des entorses. Malgré tout, les tester un peu, voir lesquelles sont un peu faibles, que ce soit sur le plan proprioceptif ou sur le plan musculaire, et je dirais ceci, les identifier parce qu'ils sont à risque de refaire des entorses plus tard. Alors voilà pour la prise en charge initiale. Je dirais, on a refait un peu le point parce qu'il y a beaucoup de disparités. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de nouveau au soleil, mais malgré tout, c'est pas mal d'éclaircir ça. Mais par contre, quand l'entorse devient chronique, alors là, il y a des disparités importantes et je vois qu'il y a des patients qui errent pendant longtemps avant d'arriver dans mon bureau ou vers n'importe quel autre spécialiste. Parce que eux-mêmes banalisent beaucoup leur entorse et vont pas consulter pour ça. Alors, le premier bilan, c'est de savoir quel est le délai. À partir de quand on va commencer à s'inquiéter qu'il y ait toujours des douleurs ou une sensation d'instabilité. Clairement, si c'est une entorse grave, faut pas s'affoler avant 3 mois. Une entorse grave, c'est normal que la cheville soit sensible, pas normale, avant 3 mois. Et moi, globalement, chirurgien, j'irai pas proposer grand-chose aux patients avant 3 mois. Si la prise en charge initiale, ça aussi c'est très important, a été bien faite. Si elle était mal faite, c'est jamais trop tard pour prescrire la kiné. Il faut le faire. Il faut le faire tout de suite. En revanche, si l'immobilisation initiale n'a pas été faite, c'est effectivement trop tard. Par contre, on a une explication sur le fait que les douleurs peuvent durer un peu plus longtemps. Et un patient qui a mal, alors je dirais 3 à 6 mois plus tard, alors qu'il a mal été immobilisé initialement, j'aurais peut-être tendance à prendre un peu plus mon temps avant de lui proposer des choses sur le plan chirurgical. En revanche, ce qui est hyper important dans l'évaluation aussi, c'est savoir si sa plainte, elle est plutôt sur le plan de la douleur ou plutôt sur le plan de l'instabilité. Est-ce qu'il va être plus gêné par la douleur ou plus par l'instabilité? Les patients, ils ont beaucoup de mal à le formuler dans ce sens-là, de cette façon-là, mais malgré tout, c'est important de les questionner et d'aller les aider un petit peu à le verbaliser, à dire c'est plutôt ça me fait mal, au repos ou à l'effort d'ailleurs, ou non, ça ne me fait pas plus mal que ça, mais je lui fais pas confiance et elle tourne tout le temps. Alors, du coup, c'est quoi les diagnostics? C'est quoi les hypothèses? Quand c'est des douleurs,
on va se poser la question des conflits. Alors, j'ai mis conflit antérieur, c'était, et je dirais c'est toujours, et on va voir sur les slides suivantes que c'est pas mal remis en cause quand même, ça reste une des complications chroniques avec des tissus qui vont se former à la face profonde du LTFA, qui vont donner des conflits. Est-ce que c'est un véritable conflit ou est-ce que c'est autre chose? On va voir que les découvertes du LTFA intra-articulaire qui cicatrisent pas vont quand même orienter vers des nouveaux concepts que sont qu'est la micro-instabilité. Les conflits postérieurs, c'est un peu moins fréquent dans les suites d'entorse de cheville, mais on peut rencontrer chez des patients qui ont des prédispositions, notamment un ostrigone, une queue du talus un peu allongée, qui ont des choses qui peuvent faire conflit en arrière entre le calcanéum et le tibia en flexion plantaire de cheville. On peut avoir des conflits postérieurs qui se révèlent à ce moment-là. Clairement, il faut penser aux lésions ostéochondrales du dôme talien, rechercher des tendinopathies défibulaires, notamment sur les trucs chroniques qui évoluent depuis longtemps. Les patients qui vont énormément solliciter leur fibulaire pour stabiliser leur cheville, par la sursollicitation, on va avoir des tendinites défibulaires avec parfois des fissurations et qui nécessitent une prise en charge spécifique. J'ai mis l'algodystrophie notamment sur les prises en charge subaiguës avec des douleurs qui sont assez évocatrices. Malgré tout, on en rencontre. C'est pas rare. Il faut savoir y penser parce que faut pas se jeter sur eux sur le plan chirurgical. Parce que clairement, ce serait pas leur rendre service. Et puis, si le patient se plaint plus d'instabilité, là, il va falloir qu'on démembre et qu'on fasse bien la séparation entre ce qu'on appelle, c'est beaucoup les anglo-saxons qui font cette séparation, mais on s'y retrouve pas mal, de l'instabilité fonctionnelle qui ne va pas être liée à une lésion ligamentaire concrètement, et une instabilité mécanique où on va retrouver une laxité à l'examen clinique et qui, elle, va être liée à une lésion ligamentaire. Alors, voilà, il y a le concept de la micro-instabilité. D'où ça sort, en fait, c'est que on s'est rendu compte que quasiment les 2/3 des patients opérés pour un conflit après une première entorse ont en fait une lésion partielle du LTFA et notamment une lésion du faisceau proximal qui est intra-articulaire. Et donc, ces douleurs, est-ce que c'est un conflit, un véritable conflit mécanique, des moignons ligamentaires qui flottent dans l'articulation, ou est-ce que c'est une micro-instabilité qu'on n'identifie pas par une laxité majeure, puisqu'il y a le faisceau distal qui, lui, soit a cicatrisé, soit n'a pas été rompu, et qui va maintenir et éviter qu'on ait une laxité, malgré tout, avoir cette douleur. L'examen clinique, bien sûr, on va voir les amplitudes articulaires, on va essayer de préciser mieux la zone douloureuse, on regarde du LTFA, ou plutôt sur les tendons fibulaires, ou plutôt sur l'interligne antérieure, pour éliminer les différentes hypothèses en termes de douleur. On va regarder les signes vasomoteurs, l'œdème, etc., pour définir un petit peu mieux le type de douleur qu'on a par rapport à l'algodystrophie. On va évaluer la proprioception du patient rapidement, le mettre en appui monopodal, les yeux fermés. Et en fait, moi, je suis assez surpris du nombre de patients qui, même sans lésion ligamentaire, ont une proprioception qui, je trouve, catastrophique et qui sont pas capables de se mettre en appui monopodal sans perdre l'équilibre et envoyer les bras dans tous les sens. C'est vraiment surprenant. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être banal. On devrait être capable, quand on est jeune, je parle pas des personnes âgées, mais quand on est jeune et un peu sportif, on devrait être capable de se mettre en appui monopodal, éventuellement les yeux fermés, sur la pointe du pied. C'est des choses qui me semblent pas trop compliqué, et en fait, il y a énormément de patients qui sont pas capables de le faire. Et ça, clairement, c'est des signes d'instabilité fonctionnelle et des signes qu'il y a besoin de rééduquer la boucle neuromotrice. On va évaluer la force des fibulaires, parce qu'on peut avoir des faiblesses des fibulaires qui vont simuler des instabilités de cheville qui sont pas liées à, je dirais, une cause mécanique, mais ça peut être une faiblesse des fibulaires sur des causes neurologiques, par exemple. Donc, il faut savoir les tester. Et puis, bien évidemment, on va faire les testings ligamentaires qui valent ce qu'ils valent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de signes, je dirais, quasi pathognomoniques ou hyper reproductibles comme sur le genou. Malheureusement, sur la cheville, ça n'existe pas. Mais donc, on recherche quand même le tiroir antérieur de cheville avec une petite flexion plantaire pour évaluer plutôt le LTFA. Et on va évaluer également le varus pour évaluer le LCF. Il y a plein de façons de les évaluer, soit allongé de façon simple, mais le patient n'est pas toujours détendu. S'il se détend pas, moi je le mets les jambes pendantes sur ma table d'examen et je m'assois en face et je fais le testing en lui demandant de regarder par la fenêtre derrière et de pas regarder sa cheville pour qu'il se détende bien. Et si vraiment il a du mal, il y a des chirurgiens qui, moi ça m'arrive de le faire, mais pas
pas de façon systématique, et les chirurgiens qui examinent le patient en décubitus ventral, le genou plié. Du coup, ils voient pas ce qu'on est en train de faire. On détend beaucoup plus les chaînes postérieures, le triceps sural, etc. Et du coup, on a moins de contractions et on teste mieux. C'est vrai que c'est une solution de testing qui est bien. Malgré tout, ces testings-là, ils restent beaucoup opérateurs dépendants. Faut vraiment avoir l'habitude de les faire. Et je dirais même, moi qui ai l'habitude de les faire, parfois j'ai des examens qui sont douteux et j'ai besoin de les refaire à plusieurs reprises ou de revoir le patient une deuxième fois, un peu plus à distance de l'épisode aigu pour avoir un examen clinique plus fiable. Alors, qu'est-ce qu'on va demander comme examen? Concrètement, si c'est chronique, là, on va demander au moins une échographie. Alors, le problème de l'échographie, c'est que c'est très opérateur dépendant, donc il faut pouvoir avoir une échographie par un radiologue spécialisé. Et si c'est pas le cas, faut quand même pas hésiter à passer à l'IRM assez rapidement, parce que l'IRM a l'intérêt de pouvoir être réinterprété par le spécialiste que le patient verra. Globalement, entre 3 et 6 mois, 3 et 6 mois après l'entorse ou après l'accident d'instabilité, s'il y a une persistance de la douleur, ou si clairement le patient décrit une instabilité chronique, même s'il est à plus de 3 à 6 mois de l'entorse, mais qui dit j'arrive, ma cheville, je lui fais pas confiance, il faut pas hésiter à demander une imagerie. Dans tous les cas, à partir du moment où on va parler de chirurgie, moi je demande toujours une IRM parce que en fait elle est plus reproductible. Je peux réinterpréter l'image, je vais pouvoir voir les LODA, alors que avec une échographie on peut pas toujours les voir, notamment si le radiologue est pas très expérimenté en ostéo-articulaire. Donc voilà, sur le bassin stéphanois, on a un accès à l'IRM qui est pas trop mauvais, donc je pense pas hésiter à leur prescrire. Mais bon, si l'accessibilité est un peu compliquée, l'échographie reste un très bon examen de débrouillage. Évidemment, si on trouve une laxité à l'examen clinique ou une instabilité chronique évidente, alors qu'il n'y a pas de gros problème de proprioception à l'examen clinique et que l'échographie dit qu'il n'y a pas de rupture ligamentaire, moi, j'hésite pas à demander une IRM dans ce cas-là pour, je dirais, avoir plus de précision et plus de certitude. En échographie, on voit bien, et notamment l'échographie par un radiologue expérimenté, on voit bien les deux faisceaux, le faisceau proximal et le faisceau distal du LTFA, et on le voit mieux dans les coupes, excusez-moi, frontal oblique, on voit bien le faisceau proximal ici et le faisceau distal, ou au niveau de l'insertion du talus, les deux faisceaux ici on retrouve bien. Pareil, les fibres arciformes et le lien entre LTFA et LCF au niveau de la malléole latérale, c'est des choses qu'on retrouve bien. Les fibres arciformes qui sont là, on les retrouve bien et on les voit bien. Donc l'échographie par quelqu'un de spécialisé, ça reste assez intéressant. Ces spécificités-là des deux faisceaux, c'est quand même plus dur à voir à l'IRM. Malgré tout, on peut quand même bien voir sur l'IRM le LCF, le LTFA inférieur et supérieur ici, qui est un peu rompu, qui est moins noir, avec du liquide articulaire qui s'insinue. Ça reste quand même plus difficile d'examiner. Puis c'est juste des extraits de coupes d'IRM. Il y a d'autres coupes où on peut quand même bien mieux examiner le LTFA que celle que je vous montre ici. Alors, ces patients-là, pourquoi on va les voir, nous, en chirurgie? Parce que nos techniques ont évolué. En fait, depuis 1930, on parle de ligamentoplastie de cheville. Les chirurgiens, à l'époque, c'était des chirurgiens qui faisaient beaucoup de chirurgie pédiatrique et qui luttaient contre les déformations, les pieds-bots notamment, et qui, pour ça, faisaient des transferts tendineux. Donc, en fait, ils avaient l'habitude de se faire des transferts tendineux. Donc, en fait, ils se sont dit, pour traiter les ligamentaux de cheville, les instabilités de cheville, on va aussi faire des transferts tendineux et on va, donner transférer notamment le cours fibulaire ou avec le fascia lata, faire quelque chose d'un peu plus anatomique déjà en 1930. Après, tout ça, c'est des variations des transferts fibulaires. Et puis, 1960, apparaît les concepts de Bostrom, qui à l'époque le faisait à ciel ouvert et faisait des réinsertions des sutures ligamentaires. Et aujourd'hui, c'est des techniques qui ont beaucoup la cote en arthroscopie, et je vous en parlais un peu plus précisément, sans y passer des heures dans les slides suivantes. Alors, les techniques non anatomiques de transfert tendineux, là, qui existent depuis, vous avez vu, très très longtemps, en fait, le problème, c'est que c'est pas anatomique. Donc, ça restaure pas la mécanique de l'articulation et du coup, à terme, ça donne de l'évolution arthrosique.
Pendant des années, ça va très bien. Et c'est pour ça qu'on en a fait pendant des années. Les 3, 4, 5, 10 premières années, le patient va très bien. Et l'intérêt, c'est que chez les sportifs, notamment les sportifs entre guillemets professionnels ou semi-professionnels, ça leur permet de terminer leur carrière de sportif avant d'avoir l'apparition de douleurs liées à l'arthrose. Parce qu'en fait, ça va corriger que partiellement la tibiotalienne, ça va complètement bloquer la sous-talienne, et du coup, ça va donner des mécanismes, des biomécaniques d'articulaires qui sont beaucoup moins bonnes, et c'est pour ces raisons-là qu'elles sont quand même de moins en moins utilisées, même si elles ont encore, pour certains chirurgiens, une référence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il vaut quand même mieux se tourner vers des réparations, vers des techniques plus anatomiques. Et alors, à ce moment-là, s'opposent. Il existe deux concepts qui ont chacune leur place. À la fois les réparations, comment on fixe, alors, avec des fils, des sutures, des encres. Les Américains parlent d'augmentation, entre guillemets. Quand on fait une suture seule, le bostrom, c'est l'image de gauche, on se rend compte que c'est un peu faible et qu'il y a quand même des récidives. Donc, on vient y faire ce qu'on appelle une augmentation, un renfort. Est-ce que ce renfort, il doit être biologique ou non biologique? Moi, concrètement, je pense que le renfort biologique est mieux et je vais vous expliquer également pourquoi. Et puis, on a les reconstructions où là, on va pas se baser sur le ligament rompu, mais on va vraiment, avec un transplant, un tendon, qu'on va prélever au niveau du genou, venir refixer au niveau de la cheville, vraiment sur les mêmes concepts que la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou. Sur les réparations, concrètement, il existe plein de techniques. Elles ont toutes, sur le plan biomécanique, plus ou moins équivalentes. Et ce qui est important, c'est que le chirurgien utilise une technique avec laquelle il est à l'aise. On peut mettre une encre, 2 encres, faire des sutures transosseuses. On peut l'augmenter, soit de façon biologique, soit avec un ligament artificiel. D'un point de vue biomécanique, peu importe, chaque chose a son intérêt. Moi, je suis assez méfiant sur le ligament artificiel. On a quand même par le passé eu des petites catastrophes quand on utilisait ces ligaments-là au niveau du genou. Et je pense que c'est bien d'être un peu prudent dans leur utilisation au niveau de la cheville. Apprenons des échecs des autres. En revanche, ce qui est important dans les réparations, c'est la qualité des tissus. Si les tissus sont de mauvaise qualité, on va avoir une réparation de mauvaise qualité, et c'est pour ça, et c'est à partir de ce moment-là que les réparations n'ont plus leur place. Et puis, la rééducation post-opératoire immédiat, je dirais le temps de la cicatrisation initiale, c'est un moment qui est important, puisque la réparation est quand même un petit peu plus fragile initialement, tant qu'elle n'a pas eu une vraie cicatrisation biologique. Les reconstructions, clairement, quand il y a une rupture du LCA et du LCF, du LTFA pardon et du LCF, on a un meilleur contrôle à la fois sur la rotation et sur le varus, et à la fois sur le tiroir antérieur et sur le varus. Comment on le fixe concrètement? On fixe le transplant comme dans le genou, avec un endobouton et 2 vis. Qu'est-ce qu'on fait comme greffe? Je dirais un peu comme dans le genou. On va prendre un gracilis au niveau de la patte doigt, au niveau du genou, pour reconstruire à la fois le LTFA et le LCF. Et puis, il y a des techniques maintenant qui ont été décrites récemment, qui sont très sympas à utiliser. Enfin, c'est le chirurgien qui parle, il trouve les techniques sympas. Quand on a uniquement le LTFA à reconstruire, on utilise uniquement le plantaire grêle, qui est un tendon qui longe le tendon d'Achille, et ça évite de prélever un tendon de la patte doigt au niveau du genou. Et les Américains ont un accès assez intéressant à l'allogreffe par leur banque de tissus. Nous, malheureusement, on n'a pas ces capacités-là en France. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'augmentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter un renfort qui soit biologique ou artificiel, et on n'a pas la question de qualité des tissus, c'est-à-dire qu'on ne vient pas suturer des tissus existants, on vient reconstruire réellement un ligament. Alors, il y a aussi une poussée, et moi, c'est des gestes maintenant que je fais sous arthroscopie. Pourquoi? Parce que ça a été montré il y a longtemps, ça date des années 2000, ça, que quand on fait de l'arthroscopie, en fait, on découvre beaucoup de pathologies qui n'avaient pas été vues de façon préopératoire. Il y a beaucoup de synovites antérieures qui pourraient donner des conflits, qui peuvent donc être réséqués en arthroscopie. On peut découvrir des atteintes du ligament latéral interne qui peut être réinséré. On peut trouver des atteintes de la syndesmose. On peut trouver aussi beaucoup de lésions cartilagineuses qui peuvent être traitées à l'occasion de l'arthroscopie si elles n'avaient pas été diagnostiquées initialement. L'avantage de l'arthroscopie, c'est que voilà, on peut faire le tour de l'articulation. Alors du compartiment antérieur, en arthroscopie de cheville, on ne peut pas passer derrière, on ne pourra pas aller voir le compartiment postérieur. L'articulation de la cheville étant concave convexe, l'arthroscope mécaniquement passe pas par-dessus le dentalien, mais on peut voir quand même
toute la partie antérieure de la cheville, le ligament latéral interne, les deux rampes, là où on a des LODA potentiellement, là où on a la synovite antérieure, et puis le ligament latéral interne, qui s'insère sur la pointe de la malléole externe, qu'on peut vraiment évaluer. Est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il n'est pas tendu, est-ce qu'on peut voir les tendons fibulaires derrière si le LCF est rompu. Alors, quand il faut envisager la chirurgie? Alors, il y a eu des consensus d'experts qui font consensus, d'où leur nom. Globalement, en cas d'instabilité fonctionnelle, je dirais ce qui est défini comme instabilité fonctionnelle, c'est une instabilité sans laxité, mais malgré tout avec une rupture ligamentaire et notamment une rupture du LTFA isolé. Un patient qui va pas bien, 3 à 6 mois après l'intervention, faut aller à un traitement après l'accident initial, faut aller à l'endoscopie, en tout cas à la chirurgie, et les recommandations, ça va plutôt à la réparation du LTFA initial chez ces patients-là, en se basant sur le concept de micro-instabilité. L'alternative, c'est de faire un débridement, c'est d'aller enlever le faisceau supérieur du LTFA qui n'a pas cicatrisé. Je trouve que c'est dommage de sacrifier un faisceau ligamentaire alors qu'on a la capacité de le réparer et que c'est une technique qui marche bien, qui est simple, qui est rapide et qui est efficace. Et puis, par contre, quand on a des signes de laxité, des signes d'instabilité mécanique, ce que les anglo-saxons appellent instabilité mécanique, en fait, c'est laxité, globalement, il ne faut pas attendre plus de 3 mois. Et si à 3 mois, le patient va pas bien, qui se dit instable ou douloureux, faut aller à la chirurgie. Et à ce moment-là, soit c'est le premier épisode, et à ce moment-là, on s'attend à trouver des tissus de bonne qualité qu'on va pouvoir réparer. Faut proposer la réparation au patient. Si on a un doute, alors il y a 2 stratégies. C'est soit on dit au patient, soit je vais réparer, soit je vais reconstruire, et vous verrez bien quand vous vous réveillez. Moi, je trouve que c'est pas sain de proposer ça au patient. Ça le met pas en confiance. Donc, j'ai plutôt tendance à dire, au moindre doute, je vais faire une reconstruction, et éventuellement une reconstruction isolée du LTFA au plantar grêle. Maintenant qu'on a ces techniques-là, ça évite de faire une reconstruction en Y avec le gracilis. C'est vrai qu'on était plus hésitant à proposer une reconstruction du LTFA et du LCF quand sur l'IRM, le LCF était douteux et pas nécessairement rompu ou qu'on n'avait pas un gros varus. En pratique, maintenant, c'est soit LTFA isolé, soit les deux en reconstruction, si jamais les tissus sont de mauvaise qualité a priori sur les imageries ou si c'est pas le premier épisode. Quel appui après ces chirurgies? Ce qui est bien avec ces nouvelles techniques, c'est qu'on a quand même un appui immédiat sous couvert d'une botte. Le patient peut marcher et porter sa botte pendant 3 semaines. Moi, je lui demande de porter de façon systématique pendant 10 jours, je dirais jour et nuit. Et puis, à partir de 10-15 jours, il peut commencer à le quitter la nuit, à bouger un petit peu plus le pied et la cheville tout seul. Et puis, on va le rééduquer dès le post-opératoire. Ce qui est un grand changement par rapport aux chirurgies ouvertes d'avant, où le patient il restait 1 mois et demi dans une botte, 1 mois et demi le pied en l'air, sans qu'on le touche, sans qu'on le rééduque, avec beaucoup de raideur post-immobilisation. Donc, c'est quand même vraiment un game-changing. C'est plus du tout le même paradigme et les suites sont quand même beaucoup plus simples. En revanche, il faut pas négliger la kinésithérapie préopératoire, c'est-à-dire que le temps de faire tous ces 3 à 6 mois, puis l'IRM, puis de programmer la chirurgie avec nos délais chirurgicaux qui peuvent être parfois un petit peu longs, faut profiter de ce temps-là pour rééduquer le patient. Pourquoi? Parce que tout le renforcement musculaire qu'il aura gagné en préopératoire, il partira de plus haut et il aura gagné ça pour le post-opératoire et il aura une rééducation qui sera probablement plus simple, en tout cas plus rapide derrière. C'est vraiment capital de continuer à rééduquer le patient entre le diagnostic, l'indication et la chirurgie. Alors, voilà, on arrive un peu aux conclusions. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne? Une fois de plus, je voudrais qu'une entorse de cheville, on arrête de dire que c'est pas grave. Alors, c'est pas non plus une catastrophe, on est bien d'accord. C'est pas quelque chose d'un pronostic vital, mais ça reste embêtant parce que c'est extrêmement fréquent avec un coût médico-économique majeur et au point de vue individuel, il y a 30 à 40% des cas qui vont se compliquer, entre guillemets, se chroniciser, vers lesquels on va commencer à parler de chirurgie. Donc, ça fait quand même un capital chirurgical majeur et on ne fait pas toutes ces chirurgies-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des patients qui vont rester symptomatiques sans venir jusqu'à nous. Et c'est dommage parce qu'on a des solutions à leur proposer et que parmi ces
patients-là, malgré tout, s'ils étaient bien pris en charge initialement, il y en a un bon paquet qui serait évitable et qui n'aurait pas besoin de chirurgie, et c'est tant mieux. Il ne faut pas oublier donc, de leur mettre une immobilisation adaptée, et surtout, il faut les rééduquer. Je pense que c'est un message capital. Quand est-ce qu'il faut faire une imagerie? Il faut faire les radiographies s'il y a un critère d'Ottawa. L'imagerie ligamentaire, globalement, le message, c'est ça sert à rien de le faire en précoce. Et je dirais même, il y a une question que je me pose, c'est le patient. Alors, je ne parle pas du sportif professionnel où on va lui faire une écho précocement parce que c'est une prise en charge vraiment spécifique, mais le patient non professionnel, non sportif professionnel, qui se fait une entorse, qui a une écho précoce qui montre une rupture du LTFA, est-ce que ça n'a pas un effet nocebo? Est-ce que c'est pas un patient qui va, entre guillemets, forcément aller mal parce qu'il sait qu'il a son ligament rompu et qu'il va se faire du souci, alors que s'il va bien, avec son ligament rompu, sans instabilité et sans, je dirais, sans laxité clinique, on lui proposerait pas de chirurgie. Est-ce que le fait de le savoir va pas lui créer une douleur un peu subjective qui va l'entraîner vers la chirurgie? Moi, globalement, en l'absence d'impotence fonctionnelle majeure, s'il y a pas de douleur, enfin avant 3 mois, je pense que ça vaut pas le coup de faire une imagerie ligamentaire. Et après 3 mois, c'est uniquement s'il y a une douleur ou évidemment s'il y a une instabilité et que c'est pas le premier épisode une fois de plus. Alors, quand opérer et qu'est-ce qu'on va opérer? Il était censé arriver colonne par colonne. Je suis désolé. En gros, on va se baser sur 3 symptômes: l'instabilité, la laxité et la lésion IRM. Le patient qui se décrit instable. L'instabilité décrite par le patient. Le patient se décrit instable, on examine le patient, on trouve une laxité, on retrouve une lésion IRM, c'est souvent quand on retrouve une laxité, une atteinte du LTFA et du LCF, c'est une instabilité chronique de cheville, on va lui proposer une chirurgie. Le patient qui va se dire instable ou douloureux, mais avec à l'examen clinique pas de laxité, avec une rupture ligamentaire du LTFA, c'est ce qu'on va appeler une micro-instabilité, ce qui est probablement qu'on appelait avant, de façon un peu abusive, le conflit antérieur. Et là, oui, on va aussi lui proposer une chirurgie. Le patient qui est instable est très laxe, avec aucune lésion IRM, et la laxité, si on va un peu plus loin dans l'examen clinique, elle est bilatérale. C'est le patient hyperlaxe avec les pathologies, les maladies du collagène qu'on connaît bien. Et là, dans la majorité des cas, il n'y a quand même pas d'indication chirurgicale. On sait que ça donne pas des bons résultats. On va avoir tendance à serrer les chevilles, et un patient qui était hyperlaxe face à une cheville serrée va avoir de l'inconfort. Le patient qui est instable, je décris instable, il n'est pas laxe à l'examen clinique, on n'a pas de lésion IRM, là c'est une pseudo-instabilité fonctionnelle. Et c'est plutôt un défaut de fonctionnement de la boucle neuromotrice. Ça peut être une paralysie du SPE, par exemple. Et alors là, on peut reconstruire tous les ligaments qu'on veut. C'est pas ça le problème. Il faut plutôt faire le diagnostic de pourquoi ce patient a une cheville qui tourne, pourquoi il a cette paralysie sciatique, est-ce qu'il y a un problème lombaire, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce que c'est une origine neurologique autre. Là, c'est plus mes compétences. Et c'est des patients qu'on voit parfois arriver à notre cabinet. Il faut surtout pas leur proposer de chirurgie. Et puis, reste le quid, la question, il n'y a pas la réponse, mais malgré tout, on a des pistes. Le patient qui se sent stable, c'est-à-dire qui ne ressent pas plus d'instabilité que ça. Et alors, la question, c'est comment il se sent stable? Est-ce qu'il se sent stable parce qu'il continue son sport et qu'il a été hyper bien rééduqué, il a des tendons fibulaires qui sont super forts et tout va bien? Ou est-ce qu'il se sent stable parce qu'il a arrêté de faire son foot et qu'il fait maintenant du vélo ou qu'il a carrément arrêté le sport? C'est pas tout à fait la même chose. Un patient qui va dire oui, je me sens stable depuis que j'ai arrêté le foot, c'est dommage parce qu'on a une solution à vous proposer pour que vous soyez stable et vous puissiez continuer le foot. Donc un patient qui se sent stable mais qui est laxe avec une rupture ligamentaire à l'IRM, c'est une rupture ligamentaire compensée, soit par l'entraînement des fibulaires, soit par une adaptation de l'activité. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Moi, je pense que si c'est une adaptation de l'activité, c'est intéressant de lui proposer une chirurgie. Si c'est uniquement par les fibulaires, ça va dépendre quand même de l'importance de la laxité. Un sujet jeune, sportif, hyper laxe, je vais quand même avoir tendance à lui proposer la chirurgie pour protéger son articulation. À chaque fois qu'il risque de se faire une entorse, il va abîmer son cartilage et c'est un patient qui va être jeune, éligible à une chirurgie de l'arthrose. La chirurgie de l'arthrose, sur la cheville, c'est soit la prothèse de cheville, tu as quand même du mal à proposer avant 50 ans, soit l'arthrodèse de cheville, qui est quand même une sanction chirurgicale assez sévère. Bloquer une cheville, c'est pas anodin. Donc,
moi, j'aurais quand même tendance, c'est le sujet jeune sportif, à lui proposer les chirurgies pour protéger sa cheville. Deuxième truc, c'est aussi pour protéger ses tendons fibulaires. On a dit que quand on allait sursolliciter, ils vont avoir tendance à donner des tendinopathies qui peuvent être fissuraires, qui peuvent donner des ruptures longitudinales avec des incarcérations des tendons l'un dans l'autre, avec l'indication chirurgicale. Autant stabiliser cette cheville avant d'en arriver à ce stade-là. En revanche, la personne un peu plus âgée, qui a une activité sportive moyenne, éventuellement, c'est pas mal qu'on puisse en discuter, qu'un chirurgien ou un spécialiste puisse en discuter avec lui, et puis prend sa décision en son âme et conscience. Voilà, j'espère vous avoir apporté, je dirais, quelques pistes, quelques réponses dans votre activité. J'ai été un petit peu long, je m'excuse, mais n'hésitez pas, je suis encore disponible, je dirais, toute la soirée si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions. Ce sera un plaisir d'ailleurs de vous apporter les pistes de réponses que vous pourriez, aux questions que vous pourriez avoir.